distributeur qui organise la distribution. Et la municipalité va s'occuper en fait avec les partenaires, parce que là on peut vraiment obtenir des partenaires sur ce projet-là, parce que ça aura un coût évidemment, mais du coup on peut compter là-dessus sur l'ARS, sur la CPAM, etc., sur la région. En fait, ce dispositif est en train de se mettre en place dans les Pays de la Loire. Donc il y en a déjà qui fonctionnent au nord d'Angers et dans des localités. C'est déjà en route depuis 1 an. Et donc là, on sait que les Pays de la Loire veulent développer ce système un petit peu partout. Et la Sarthe fait partie du prochain cadre pour ça. Donc c'est un projet qu'on a budgété à peu près 140 000 € sur 5 ans, en pensant qu'effectivement ça va coûter plus cher, mais que le reste sera pris en charge par les partenaires de santé, et régionaux et locaux. Et donc, ils peuvent être mis en place à peu près dans un délai d'1 an, on peut imaginer. Le temps de prendre les contacts, de mettre en place effectivement, de faire l'information aux personnes, etc. Donc voilà. Et donc sur 5 ans, ça coûterait 140 000 €. 35 000 € par an. Voilà. Voilà. Merci Sylvie. Bonsoir à tous. Comme vous le disiez Alexis, il y a beaucoup de gens qui viennent à La Ferté et qui repartent rapidement. Et l'idée pour favoriser la santé, accueillir de nouveaux médecins, ce serait d'engager quelqu'un au pôle Simone Veil qui serait chargé justement du recrutement, mais aussi de l'accueil de ces nouveaux personnels de santé. Pour le volet recrutement, on s'appuierait essentiellement sur les centres de formation, les facultés de médecine, d'odontologie, les écoles de kiné, d'infirmières, et j'en passe. Et puis sur le personnel soignant déjà existant sur tout le secteur, pour profiter de leurs contacts, de leurs connaissances, pour pouvoir ramener un maximum de professionnels ici, pour travailler avec nous et nous soigner et vous soigner. Pour ce qui est de l'accueil, eh bien, c'est bien beau de vouloir recruter du monde, mais il faut aussi permettre à ces nouvelles personnes de s'insérer dans la vie fertoise, dans le rythme de la vie, permettre à leur famille aussi de s'y insérer, les aider à trouver un emploi et à se bâtir une vie parmi nous. Le coût d'un tel emploi pour La Ferté-Bernard, ce serait 20 000 € chaque année, donc 100 000 sur 5 ans. Et on compterait aussi sur des partenaires financiers pour maximiser l'investissement et rendre ce poste le plus pérenne possible. Voilà. Merci. J'ajoute un petit élément. Le pôle santé Simone Veil, aujourd'hui, il est bicommunal, donc subventionné par Chéré et par La Ferté-Bernard. Il y a quelques années, le financement était à 100 000 € variable. L'année précédente, il est tombé à 60 000 €. Et donc, y ajouter 20 000 € pour permettre la création d'un poste qui serait partagé entre Chéré et La Ferté-Bernard, un poste en plus, une personne qui pourrait travailler en soutien de l'hôpital, en soutien des médecins libéraux sur le terrain qui doivent prendre leur retraite, eh bien, tout cela nous paraît plus que cohérent, voire nécessaire. Alors, moi, je vais vous parler de la mesure sur le déploiement d'un plan de lutte contre l'isolement via un service d'animation, de médiation et d'information en soutien au pôle prévention Le Rendez-vous, le centre communal Action sociale, dont le CLOSO, et aux associations de solidarité d'inclusion. Alors en fait, il y a quelques semaines de ça, avec le collectif, nous avons été faire le porte-à-porte, notamment du côté de Saint-Laurent. Et en fait, les gens nous faisaient remonter le fait de se sentir isolés, qu'il n'y ait plus de vie de quartier. Au niveau du voisinage, en fait, les gens, c'était à peine bonjour, au revoir, enfin chacun chez soi. Et donc, en fait, ils regrettaient le fait qu'il n'y ait vraiment pas de vie et pas de lien social. Et donc, par rapport à cette mesure, on nommerait 2 agents municipaux, donc un en poste interne
et une création de poste en tant que coordinateur et coordinatrice. Il sera composé donc de citoyennes et de citoyens volontaires de chaque quartier, donc formant un réseau de citoyens vigilance et solitaires. Alors donc le travail des 2 agents consistera déjà à créer du lien donc avec les citoyens et entre les citoyens au quotidien, et de désamorcer donc et anticiper en cas de conflit entre voisins, faire le lien entre les habitants et l'équipe municipale et faire remonter les doléances. Parce que en fait aussi donc lors des porte-à-porte, les gens en fait se sentent abandonnés donc par les élus. C'est ce qui nous a été reporté en fait. Donc les objectifs. Alors en collaboration avec les 2 agents, ils prendront des nouvelles des personnes qui sont seules. Ils les inviteront à des événements et soutiendront la création des comités des fêtes. Les commerçants, notamment les restaurateurs, seront invités à s'impliquer dans la création de tables de convivialité. L'équipe municipale ajoutera des tables de pique-nique et des bancs dans toute la commune. Donc la mise en place de cette mesure se fera sur un an avec un coût annuel de 60 000 € environ. Voilà. Et... Hein oui, oui, le restaurateur. Super. Donc du coup, là, je vais laisser la place à la prochaine commission. Le temps de l'intermédiaire, j'ajoute qu'effectivement, Angélique a parlé du quartier Saint-Laurent, mais on est allé aux 4 coins de la Ferté-Bernard. Et partout, effectivement, on rencontre des personnes vraiment isolées, avec des pathologies. De toute façon, on le sait tout de suite, hein, le nombre de fois où on entend 4 verrous derrière la porte et que ça nous ouvre tout timidement avant même de la reclaquer, ça dit beaucoup. Et c'est des gens qui ne sont pas forcément identifiés d'ores et déjà par nos services, des gens qui ne voient personne. Donc vous l'avez compris, là, ce plan de lutte contre l'isolement, il est vraiment fondamental aujourd'hui. En plus, on sait qu'avec le vieillissement de la population, il va y avoir de plus en plus de personnes isolées. Voilà, c'est pas seulement du social en plus, hein, vous l'avez vu au travers de ce que disait Angélique, c'est aussi travailler avec les restaurateurs, c'est aussi recréer des espaces sur la voie publique qui favorisent la rencontre. Merci. Ah non, pardon. Oh, pardon. Ah oui, c'est... Pardon, on a... Ah ouais, non, oui. on a avancé. Non, on est trop Ce sujet de la santé, on l'a... Maintenant, je dirais logiquement couplé au sujet de la sécurité. D'une part parce que les 2 thématiques se sont positionnées en premier et septième sujet les plus évoqués lors de notre consultation citoyenne. D'autre part parce que la sécurité, quand on discute avec les forces de l'ordre, la police municipale, la gendarmerie, ben ils vous disent oui, il y a du trafic de drogue, mais bon, l'année dernière, on a arrêté le plus gros des trafiquants et aujourd'hui, c'est plutôt un essaim de personnes qui revendent 50 grammes, 100 grammes. Et bon, c'est malheureusement du trafic qui suffit à créer du flux de personnes qu'on pourrait qualifier de dangereuses parfois. Les forces de l'ordre nous disent aussi la problématique principale en fait sur le secteur, ce sont les violences intrafamiliales. Là déjà, c'est autre chose. Et on sait qu'en fait, la sécurité, plus globalement, eh bien, c'est l'éclairage de la voie publique, c'est le sentiment d'isolement dont on parlait juste avant. Et donc là, bon, on vous l'avait annoncé la dernière fois, on prévoit de renforcer l'équipe, la police municipale de 2 agents, ce qui fait sens quand on sait qu'à l'époque, il y avait déjà un agent de plus que maintenant, et que maintenant, le service de la police municipale travaille sur La Ferté-Bernard et Chéréo. On a les mesures que vous retrouverez sur la brochure et je voulais reparler avec vous. Donc, réseau voisins vigilants et solidaires d'ailleurs, important. Ça, c'est tout à fait en lien avec ce que vient de présenter Angélique. 2 coordinateurs qui vont accompagner des référents sur le terrain. Et ces référents, on est déjà en train de les identifier. Et certains parmi vous pourraient tout à fait en faire partie, je pense, s'ils le souhaitaient. Et c'est quelque chose qu'on va donc mettre en place très, très rapidement. On vous en reparlera au cours de la soirée.
l'autre point, j'en parlais, l'éclairage, selon les quartiers, selon les habitudes des gens, il y a un intérêt vraiment à le repenser. Alors, je ne peux pas encore vous dire, selon les quartiers, si il y aura les horaires de l'éclairage public. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un plan de transition, passer sur des LED, il va falloir quand même, à certains endroits, des détecteurs, il va falloir résoudre des bizarreries, comme le fait que ce parking du COSEC qui soit éclairé toute la nuit, alors que certaines autres rues du centre-ville, qui, elles, sont résidentielles, sont fréquentées, sont en noir total relativement tôt dans la soirée. Donc là, effectivement, ça fait partie des mesures pour lesquelles on a budgété 1 million d'euros d'investissement. Ça va se faire sur le temps, ça va se faire progressivement, en concertation avec les Fertoises et les Fertois. Ensuite, autre sujet, plutôt d'actualité, élaborer un plan communal de sauvegarde face au risque d'incendie. Je l'avais pu l'observer moi-même il y a quelques mois, un battant de fenêtres en bois dans le centre-ville qui se met à s'inflammer de l'intérieur. Heureusement, les pompiers sont intervenus très très fortement et très rapidement, ce qui a évité un problème. Et puis plus récemment, vous l'avez toutes et tous constaté, l'eau qui monte partout à la Ferté-Bernard. Il y a un risque d'inondation important. Et pour une ville comme la Ferté-Bernard, qui historiquement de toute façon a ce risque, il est vraiment fondamental qu'on mette un plan en place, qu'on informe la population sur la manière de réagir dans ce type de situation, ne serait-ce que reconnaître l'alarme particulière, voilà, ce genre de choses. Former les gens, que demain, s'il y a le moindre souci, on soit solidaire et qu'on sache précisément comment réagir. Et là, a priori, faut s'entourer de professionnels qui connaissent le sujet. On en a un peu dans l'équipe et puis on sait qu'il y a des acteurs importants pour réaliser ce travail, nous accompagner. Donc voilà, ce n'est pas des dépenses très importantes, c'est plutôt un besoin d'être en proximité avec la population pour que l'information elle circule correctement. Voilà pour le point sécurité. Maintenant, ça va être à vous. Vas-y. Donc bonsoir, je suis François Denonel, donc je suis professeur au collège Georges Desnaux et je fais partie de la commission donc sur la jeunesse et on va investir pour elle. Alors avant de commencer de parler des différents points, je suis fertois depuis 2001 et je suis parent. Et ce qui m'a agréablement surpris dans cette ville que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a un panel d'activités offerts aux jeunes qui est relativement important. Et je me rends compte en tant que professeur, vu que je suis au contact d'une population relativement jeune, que c'est quand même un atout majeur. Donc le but, c'est pas de tout casser, c'est de continuer, d'optimiser, d'améliorer ce qu'il y a. Et moi, je vais parler dans un premier temps d'une mesure qui sera à mettre en place assez rapidement et une qu'on mettra en place sur du long terme. La première à mettre en place rapidement, c'est de pouvoir renforcer les moyens humains au niveau des services qui sont liés à la petite enfance, l'enfance et l'adolescence, comme la pomme, l'espace jeunesse, pour amplifier en fait la capacité pour accueillir un nombre plus important d'enfants. Dans le temps, c'est une mesure qu'on peut mettre en place en fait dès les grandes vacances qui vont arriver. Au niveau de la budgétisation, cela représente à peu près 80 000 euros par an sur 5 ans, sachant qu'on va devoir engager peut-être plus de personnes, mais au final, on va accueillir donc plus de jeunes sur La Ferté, ce qui va pouvoir, je pense, être un atout pour faire venir du monde aussi à La Ferté. Dans la mesure, en fait, sur du long terme, on veut en fait lancer un appel à projet à destination des associations sportives pour pouvoir cofinancer en fait des projets, des infrastructures.
Donc des infrastructures sportives, publiques, c'est lesquelles, par exemple, ça peut être refaire la piste d'athlétisme, un terrain synthétique au niveau du foot, les descentes en kayak, il y a plein d'exemples possibles. Donc vous voyez que c'est quand même des dépenses qui vont être relativement importantes. On ne peut pas tout imaginer, on n'a pas forcément tous les chiffres, mais le but c'est d'accompagner en fait les associations et de leur permettre de pouvoir aller chercher des subventions. Bien évidemment, au niveau du coût, on ne va pas pouvoir forcément mettre un chiffre, c'est peut-être des mesures qui vont être coûteuses, mais là, ça fait référence à un point essentiel de cette liste, qui est un petit peu son ADN, à savoir si la structure à mettre en place pour telle ou telle association est relativement importante, on fera appel au Fairtois par une concertation citoyenne. Voilà. Et je vais laisser la place à Aya. Moi, je vais vous présenter une mesure qui coûte pas beaucoup d'argent, mais qui est très importante. C'est notre mesure numéro 16 sur votre livret, qui concerne la consultation citoyenne sur les rythmes scolaires, parce qu'on sait que ça, c'est un gros problème. Il y a eu par le passé des consultations des parents, mais qui n'a pas été suivi de décisions qui allaient dans le sens des demandes des parents. Donc nous, on voudrait faire une consultation citoyenne dans le temps qui commencerait à la rentrée en septembre 2026, qui prendrait du temps pendant cette année scolaire 2026-2027 pour une mise en place, s'il y a des changements, à partir de la rentrée 2027. Ça coûte un petit peu d'argent de prendre du temps pour des réunions, faire venir des intervenants extérieurs qui vont pouvoir... je ne sais pas, un chronobiologiste qui pourrait expliquer ce que ça fait sur les enfants d'avoir cours 4 jours, d'avoir cours 5 jours. En tout cas, ce n'est pas un montant très élevé. Et ce qu'on voudrait vous dire, c'est que nous, on pense que ça ne concerne pas que les parents, mais que ça concerne tous les Fairtois. On proposera probablement 3 propositions d'organisation en mettant en face le coût de chacun. Et on demandera aux Fairtois, à tous les Fairtois, à votre avis, quelle est la meilleure solution à mettre en place à la Ferté-Bernard. Et nous, ce sur quoi on s'engage, c'est que nos consultations citoyennes, s'il y a assez de monde qui y répond et qu'elles sont représentatives, c'est qu'on se conforme aux décisions des électeurs. Voilà, ça c'est une mesure qui ne coûte pas beaucoup d'argent, mais qui est quand même importante dans l'organisation de la vie des Fairtoises et des Fairtois. Et je voulais vous parler d'une mesure, pas petite, mais d'une mesure coup de cœur, qui est de créer une guinguette estivale. Alors, il y a déjà eu des ballons d'essai qui n'ont pas abouti. Moi, je pense que si Lavarée, qui est une toute petite commune, peut avoir une guinguette, ça doit être possible à la Ferté-Bernard. Donc voilà, et ça aussi, ça se fait en concertation. C'est notre ADN, c'est la façon dont on fonctionne. En tout cas, de penser que c'est pas possible, nous on n'est pas d'accord avec ça. Et donc ça, on pense que c'est important, et ça peut être important et pour les jeunes et pour les moins jeunes. Voilà. Et j'ai oublié de me présenter au début. C'est à la fin du coup. Moi je m'appelle Aya Jolivald et je suis CPE au lycée. Et je suis très engagée sur les questions d'éducation et de jeunesse. Voilà. J'ajoute juste un mot sur la guinguette. L'impression que j'ai, moi, au vu de la description du projet qui avait été tenté à la Ferté-Bernard, c'est que ça n'était pas une guinguette. On parlait de construire un bâtiment en dur avec une activité permanente, même un restaurant à l'étage. Et donc c'est ça qui a bloqué. Mais ça, c'est pas une guinguette. C'est un restaurant sur le base de loisirs. Tombé du ciel. Nous, c'est pas ça. C'est des planches de bois, une tente, on met l'infrastructure en place en fait, et puis justement on parlait de concertation non pas des Fairtois ensemble, non pas des Fairtois dans leur entièreté, mais des restaurateurs. Pas qu'on ait des vents debout. La gestion, c'est pas le métier de la municipalité, c'est pas nous qui allons la gérer. Il faut que ça se fasse
avec des jeunes comme ça se fait un peu sur la base de loisirs maintenant, mais aussi avec les professionnels du secteur. Et un des lieux qu'on envisage, enfin il y a plusieurs lieux. Bien sûr sur le Mail, ça aurait beaucoup de sens. Ça fait longtemps aussi qu'on parle de réaménager cet espace dans le prolongement de la médiathèque. Un autre espace auquel nous particulièrement on pense, c'est accolé à la salle Athéna. Les soirs où il n'y aurait pas d'activité, ça permettrait de connecter avec l'intérieur de la salle, d'avoir l'espace herbé, les enfants seraient protégés de l'eau par la petite haie naturelle qu'on comblerait, et puis il y aurait l'espace aux cuisines de la salle Athéna qui sont sous-utilisées. Peut-être que, voilà, idée à creuser ou à rendre concrète. Bonsoir. Bernard Drouin, ancien installateur solaire, thermique, photovoltaïque, et puis je travaille aussi un petit peu dans la rénovation intérieure. Mais là, je suis retraité maintenant, surtout si on est élu. Je vais vous présenter deux mesures qui, en fait, après 2 mois de rencontres avec les artisans et les commerçants de La Ferté, je vais vous présenter 2 mesures qui nous paraissent essentielles aussi et qui ne coûtent pas très cher non plus. Ces 2 mesures, elles ont pour maître mot l'écoute et le partage. La première mesure, elle est ici, c'est la mesure numéro 35, organiser un rassemblement annuel des bailleurs et locataires fertois pour recueillir les problématiques et présenter les travaux réalisés ou en prévision. Bien. Même si on n'a pas la main financièrement pour influer, on peut être des médiateurs, des rassembleurs. On s'aperçoit que la discussion et l'échange entre tous les intervenants et les locataires, c'est la clé du vivre ensemble. C'est aussi la source d'apaisement et de compréhension. Parce qu'on a vu pas mal de gens, notamment dans les HLM, qui râlent pour diverses choses et ils ne contactent pas Sarthe Habitat. Voilà. Donc, ils n'obtiennent pas de réponse. L'idée, c'est vraiment d'être médiateur et de rassembler, faire en sorte que les gens se parlent. La deuxième mesure, c'est un peu dans le même ordre, c'est concernant les commerçants. Je vais vous lire la mesure. Créer un rassemblement de commerçants chaque début d'année en intégrant les nouveaux pour les préparer les événements et créer des synergies entre eux. Je pense qu'il faut écouter les commerçants. On les a rencontrés pendant 2 mois, là, ils ont des choses à dire. Donc il faut travailler ensemble. Et il faut créer de nouveaux projets. Alors pour ça, on nommera un référent de proximité chargé d'aider à l'installation et à la transmission d'activités. Parce que le but, c'est quand même de réduire le plus possible la vacance des boutiques, de manière que la Ferté soit agréable. Quand on rencontre des boutiques vides, ça ne fait pas plaisir. Et je voudrais dire aussi que dans ce domaine, c'est de la responsabilité de chacun, aussi bien nous, de nous engager pour changer nos habitudes et acheter fertois. N'oublions pas les petits commerçants et les marchés, parce que c'est l'âme de notre ville. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces 2 petites mesures qu'on présente. Il y en a évidemment d'autres, mais elles sont dans la brochure que vous avez, parce que c'est des mesures qui engagent un peu plus financièrement. Et donc là, ça mesure, il faut être aux manettes pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, je vous laisse la main à Sébastien pour parler mobilité. Alors, je vais vous parler un petit peu effectivement mobilité, parce qu'on estime, au vu de l'ensemble des personnes qu'on a rencontrées sur la Ferté-Bernard, on pense que c'est un sujet, un vrai sujet, et qu'aujourd'hui, il y a des réels besoins sur ce sujet-là. L'équipe sortante, aujourd'hui, propose 2 mesures. Elle propose de continuer le schéma d'aménagement des voies douces, ce qui était déjà dans son programme il y a 6 ans. Et elle propose d'aménager le mail de la liberté, ce qui était également dans son programme il y a 6 ans. On pense qu'il y a autre chose à faire au niveau des mobilités sur la Ferté-Bernard. La première mesure qu'on va mettre en œuvre,
et qui ne coûte pas très cher, mais qui est lourde de sens et qui est lourde d'impact, c'est de créer un grand plan d'aménagement sur la mobilité en concertation avec l'ensemble des Fertois. Vous avez tous besoin de vous déplacer à la Ferté-Bernard. Vous êtes tous usagers de la route, que ce soit en tant que chauffeur ou en tant que passager. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout, que ce soit au sein d'un véhicule, mais également pour se déplacer à pied. Il y a des vraies problématiques avec des poids lourds aujourd'hui qui traversent le cœur de ville, ce qui est quand même un vrai problème. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous parle d'une déviation. Il faut arrêter d'en parler. Il faut faire les choses, mais il faut faire les choses que l'on peut faire. Attendre qu'on ait des financements qui descendent du ciel pour se dire on va pouvoir faire une déviation qui va coûter des dizaines de millions d'euros et qui va impacter les gens qui vont être directement en contact avec cette déviation, peut-être que ça arrivera. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a besoin de trouver une solution qui soit concrète, réelle, rapide, pour les habitants qui sont tout de suite gênés par ça. Ça, c'est un sujet, la déviation. Mais il y a d'autres sujets mobilité. Aujourd'hui, on est sur une ville qui est une ville qu'on va appeler du quart d'heure, où vous avez accès à quasiment l'intégralité des services. Quand vous habitez à la Ferté-Bernard, vous avez accès à quasiment l'intégralité des services en moins de 15 minutes à pied ou en vélo. Aujourd'hui, les infrastructures, qu'elles soient pédestres ou qu'elles soient cyclables, elles sont sous-dimensionnées ou inexistantes. Il y a un vrai sujet là-dessus. C'est des sujets qui engagent énormément d'argent. La voirie, c'est tout de suite des centaines de milliers, des millions d'euros qui sont engagés. Il faut que chaque projet, quand il est engagé, il faut qu'il soit pensé au mieux, au plus judicieux. Et pas dire, on va faire un bout de trottoir, on va faire semblant que c'est une piste cyclable, et puis on va mettre quelques barbouilles dessus et ça le fera l'affaire. C'est pas comme ça qu'on avance et qu'on avance dans le bon sens. Ils viennent de refaire le trottoir devant Darty. Vous avez un super bitume, il est tout lisse. Est-ce que vous avez déjà monté dessus en vélo? Vous n'avez pas de bateau d'accès. Vous ne savez pas comment monter sur cette piste cyclable. C'est dommage. Donc on a besoin d'aller voir plus loin et d'avoir des vrais schémas qui sont pensés et qui sont cohérents et qui englobent l'ensemble de la ville. Pour ça, il faut vraiment qu'on fasse des consultations. Cette consultation, elle va durer plusieurs mois. Ça va être des réunions d'information avec des spécialistes. On va se faire épauler, comme l'ont fait d'autres villes. La Flèche s'est fait épauler par le CIREMA. Le CIREMA, c'est un bureau d'études gouvernementales qui est là pour aider avec des fiches spécialisées qui viennent apporter des informations qui soient concrètes et qui ont déjà été éprouvées. On va le faire aussi avec des groupes de travail par zone. On va travailler parce que chaque zone a des besoins qui sont différents. On va être au plus près des besoins, vraiment au plus près des besoins. Je peux mettre la carte rapidement. On a un pouvoir, nous, au niveau de la commune. Les axes rouges que vous voyez, ce sont les axes départementaux, sur lesquels on doit être en collaboration avec le département. Tout ce qui est vert, ce sont des axes communaux. On a la main. On peut faire des choses. On peut se faire des choses et être accompagné au niveau financier et technique. Mais on peut faire énormément d'aménagements bien pensés, et bien pensés pour le futur. En termes de coûts, aujourd'hui, ce qui est provisionné, nous, c'est 3 300 000 € sur le mandat. À titre d'exemple, Conneré, qui a fait un plan mobilité, ils mettent 3 millions d'euros sur 15 ans, uniquement sur la mobilité. À la Ferté-Bernard, on a d'autres capacités, on a d'autres infrastructures, mais on a vraiment besoin de réfléchir sur le long terme. Parce que les infrastructures, c'est quelque chose qui est pérenne. Donc il faut vraiment qu'on se fasse les bons choix. À titre d'exemple, pour solutionner la problématique qu'on a au niveau de l'avenue Pierre-Brûlé, qui est une avenue qui est extrêmement, on va dire, problématique pour les riverains.
avec toute la gêne que ça peut occasionner, de jour comme de nuit, avec des flux de camions qui sont sans cesse en augmentation. Ce que nous disent les riverains qu'on a rencontrés, les problématiques, c'est freinage, accélération et les passages au niveau des ronds-points qui créent des vibrations. Ce qu'on propose, nous, c'est d'avoir un aménagement qui supprime les ronds-points et on passe sur du carrefour à feu. Carrefour à feu avec en plus du feu qui soit du feu récompense. L'objectif, c'est quoi? C'est de baisser la vitesse. Baisser la vitesse, mais sans créer de freinage d'accélération. En tout cas, de les diminuer. Il y aura des feux, ils passeront rouge également. Le feu récompense, il passe au vert. Et le feu récompense, il passe au vert si vous êtes à la bonne vitesse. C'est ça. On est sur un axe où les camions ne doivent pas rouler à plus de 50 km/h. On voudrait le passer à 30, mais ça sera déterminé aussi dans la concertation. L'idée, c'est pas de dire on vous impose un projet. Voilà ce qu'on propose, parce que nous, on a bossé dessus, on a allé chercher les informations, des possibilités qui existent, qu'on est en capacité aujourd'hui de mettre en place, concrètement. Ce type de carrefour, donc ça, c'est des plans qui sont édités par le CEREMA. Ça explique clairement comment ça fonctionne. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un carrefour à la hollandaise, avec des mobilités douces qui font le tour sans discontinuité et qui suppriment tous les angles morts. C'est-à-dire que quand vous êtes une voiture, vous n'avez jamais de vélo qui vient de votre gauche ou de votre droite dans votre angle mort. Ils sont toujours à 90 degrés. Même chose pour les piétons. Et donc, sur l'emprise existante d'un carrefour, vous êtes capable d'avoir des aménagements qui soient beaucoup plus sécuritaires. Mais ça se travaille sur du long terme, encore une fois. Donc en termes de temps d'aménagement, là on est sur la durée du mandat, voire même certainement le dépasser, parce qu'on est sur de l'investissement lourd, et c'est quelque chose qui va nécessiter un gros temps de réflexion. Voilà. Je pense qu'au niveau des mobilités, on a fait le tour. Voilà. Et puis on va laisser la place à la commission suivante pour valoriser le patrimoine historique et naturel. Ils ont fait le tour. T'en as perdu? Ah bah oui, ils ont fait le tour. Ça y est, ils sont plus discrets que moi. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Aurélia Parisot, j'ai 49 ans. Et je suis fertoise depuis maintenant 12 ans. Je suis mère d'une fille et j'ai des compétences en secrétariat et je m'investis également dans l'associatif. Donc je m'adresse, mes collègues et moi, aujourd'hui à vous, en tant que représentant de la commission culture, patrimoine et tourisme. Notre équipe vous présente donc 3 mesures que nous souhaitons mettre en œuvre pour dynamiser notre territoire et valoriser notre richesse culturelle et patrimoniale. Donc la première mesure, donc nous proposons d'offrir aux bénévoles des associations fertoises un accès privilégié au spectacle non complet de la salle Athéna. Cette initiative a un double objectif, permettre aux artistes de jouer devant un public plus large, tout en ayant un taux de remplissage maximisé. C'est aussi une façon de reconnaître et d'encourager l'engagement associatif, essentiel à la vitalité de notre ville. Et au-delà, nous avons à cœur de renforcer les moyens matériels et financiers des acteurs de la culture. Nous voulons aussi dessiner et compléter un parcours de visite patrimoniale en centre-ville comme sur l'eau, valoriser nos chemins de randonnée et de vélo, l'idée étant de relier des parcours aux grands itinéraires régionaux pour attirer davantage de visiteurs. Pour la 3e mesure, je voulais vous parler avec mon équipe, notre équipe, de la chapelle Saint-Diffard et des Halles Denis Béalet.
parce que ce sont des joyaux d'architecture qui pourraient devenir des espaces dédiés à l'art et à l'artisanat. En leur donnant vie, nous préservons notre histoire, tout en créant des lieux de rencontre et d'échange pour les Fertoises, les Fertois et les touristes. Et pour finir, on a un projet ambitieux, étudier la rénovation de l'hôtel Courtin de Torçay, de la Porte de Ville et de l'Office de tourisme. Notre équipe souhaite faire une consultation citoyenne, comme s'est engagé le collectif, pour ce projet d'envergure. Donc ces mesures s'inscrivent dans une vision ambitieuse, celle d'une ville où la culture et le patrimoine sont accessibles à tous et à toutes, où l'engagement citoyen est valorisé. Ensemble, faisons de la Ferté-Bernard un territoire vivant, attractif et solidaire. Je vous laisse la parole maintenant à Romane. Donc, dans la lignée de l'idée de protéger le patrimoine du coup architectural et culturel qui vous a été présenté par Aurélia, il y a aussi la dimension protéger le patrimoine naturel qui fait partie de la Ferté-Bernard et qui s'inscrit du coup dans la lignée de protéger l'environnement au sens large. Pour ça, il y a besoin d'agir vite, puisque quand on parle d'imaginer les enjeux de demain, on s'imagine que comme c'est les enjeux de demain, généralement on remet à plus tard et c'est des actions qui pourront être faites plus tard, sauf que non, ça commence dès maintenant et il y a toujours un souci de s'y mettre et de passer à l'action. Donc il faut agir vite et prendre des responsabilités. On sait que ça passe par l'éducation, le changement des comportements, quelque chose qui peut passer un petit peu par un apprentissage et qui prend parfois du temps. Du coup, le but, il y en a plusieurs. Ce serait de stopper déjà le jet de déchets sauvages qui peut se produire un peu partout dans la Ferté. En éduquant au tri, il y a aussi un enjeu autour du renouvellement des canalisations et l'installation de panneaux solaires. Donc, je vais détailler un petit peu tout ça. Une première mesure qui est une mesure rapide de mise en place et qui nécessite peu de frais, c'est donc le plan communal de réduction des déchets. Donc comme j'ai dit, ça passerait par des poubelles publiques installées un petit peu partout, là où il y a besoin pour éviter ces amas de sacs poubelles qu'on peut voir notamment près de la mairie ou près du Saint-Laurent, où il y a des jets de déchets qui s'entassent et c'est très mal géré. Ça passe aussi par les composteurs publics qui peuvent permettre de réduire les déchets qu'on peut mettre dans la poubelle noire par exemple. Mais ça passe aussi par un soutien à des filières de réemploi, notamment je pense aux greniers de Luynes qui permettent donc de revaloriser des choses qu'on aurait pu jeter, donc soutenir ces choses qui existent là. Mais aussi allant un peu plus loin, ce serait par exemple proposer aux restaurateurs de réutiliser les huiles de cuisson qu'ils jettent pour potentiellement en faire des biocarburants, etc. Ça permettrait de réduire les déchets puisque aujourd'hui, ces huiles de cuisson, elles sont jetées dans les canalisations et ça pose des soucis d'évacuation, qu'on reviendra un peu plus tard. Et ça pourrait être aussi au niveau des salons de coiffure, il y en a beaucoup à la Ferté. Ça se fait beaucoup maintenant de réutiliser les cheveux qui sont coupés pour des matériaux d'isolation par exemple. Donc ça permet de réemployer ces déchets-là. Donc soutenir déjà les commerçants, restaurateurs et coiffeurs et en même temps réduire les déchets. Donc pour ça, il y aura une venue des services techniques dans différents endroits de la commune et aux différents services de la commune pour vraiment cibler les besoins spécifiques à chaque quartier, à chaque domaine. En termes de budget, donc on a prévu un budget de 20 000 € par an sur 6 ans, puisque c'est quelque chose qui nécessitera un accompagnement long, mais qui peut se mettre en place rapidement quand même. Ensuite, une mesure qui sera à effectuer sur le long terme. Juste pour ajouter, j'ajoute juste deux petits éléments. Sur l'entretien des espaces publics, tout comme d'ailleurs sur la réfection de la voirie, il y a un enjeu effectivement à ce que les gens aient de la visibilité. Très souvent, certains habitent sans doute là depuis plusieurs décennies à la Ferté-Bernard et la rue n'a pas bougé, ou plutôt si, la rue n'a fait que se dégrader.
Les pistes cyclables sont toujours entrecoupées par des arbres, il y a des trous de plus en plus. Bref, évidemment, la municipalité ne peut pas faire cette réflexion partout en même temps. Par contre, ce qui soulagerait beaucoup nos concitoyens, c'est d'avoir une visibilité sur quand est-ce que ce sera fait. Si on me dit c'est dans 3 ans, bon, et ben au moins je sais que c'est dans 3 ans et je passe pas 3 années à envoyer des courriers, essayer d'appeler la mairie, à ce qu'on me dise non c'est pas possible, on verra plus tard, non c'est pas possible, on verra plus tard. Ça c'est épuisant pour tout le monde et ça participe à un mal-être à la Ferté-Bernard. Je reviens sur l'entretien des espaces publics. Certains secteurs de la commune aujourd'hui, quand on parle aux gens, ils nous disent bah, on ne voit jamais les services techniques, on ne sait pas quand est-ce qu'ils passent, c'est nous-mêmes qui devons nous occuper de balayer notre trottoir, d'enlever les feuilles mortes, voire de désherber. Là encore, ce serait intéressant d'avoir un planning accessible à tous de passage des services techniques. Et sur les composteurs, là c'est c'est particulièrement intéressant également. La municipalité elle est en train de rattraper son retard législatif pour en implanter. Il se trouve que c'est un de mes meilleurs amis qui accompagne la municipalité pour le faire. Et là où c'est puissant, je dirais, c'est que quand Grégoire, en l'occurrence, intervient, il fait de la sensibilisation auprès des écoles, donc auprès des enfants et des parents, et tout de suite, les premières fois où il intervient, il nomme des référents de quartier pour s'occuper du composteur. Pendant 1 an, lui, ensuite, il revient 1 fois par mois. Durant le temps où même il est à distance, ils échangent ensemble pour accompagner les Fertoises, les Fertois, nommés référents, et que ce soit bien géré. Il revient 1 fois tous les mois pour accompagner la personne, et puis au bout d'1 an, plus ça va, moins il vient. Mais ce que je veux que vous reteniez là-dedans, c'est qu'on a réussi, on est en train de le faire là, d'avoir des référents pour s'occuper des composteurs. Si on y arrive pour s'occuper du compost, je pense qu'on peut y arriver demain pour aller jusqu'à effectivement recréer des comités des fêtes, recréer des espaces d'échange qui vont peut-être même aussi conduire demain à des vrais conseils de quartier qui participeront à la vie démocratique et à être connectés avec les élus pour nous faire remonter l'information et que même quand on n'est pas nous-mêmes sur le terrain, eh bien l'information nous vient. Pardon, excuse-moi. Ok, pas de souci. Ensuite, une mesure qui se mettra à long terme, mais qui est quand même nécessaire pour la salubrité et la santé publique, c'est cet accompagnement en fait, le renouvellement des canalisations, des réseaux de canalisation qui nécessitent d'être renouvelés. On en avait parlé du coup à la réunion précédente, mais il y a de nombreux problèmes de canalisation dans la Ferté, notamment dans le centre-ville, où il y a des canalisations qui sont bloquées, toutes les eaux usées ressortent 1 fois de temps en temps, et ça pose des gros problèmes assez récents, assez récurrents. Ceux qui habitent dans le centre-ville, vous voyez les camions de la SOR quasiment toutes les semaines. Maintenant. Toutes les semaines. Et des fois, c'est du papier toilette qui ressort, certaines personnes se retrouvent avec des déjections dans leur jardin, dans leur potager. Voilà, donc on avait détaillé ça déjà la dernière fois, donc je voulais plus rentrer dans le fait que voilà, c'est un investissement qui nécessite un investissement financier, mais il y a un budget du coup qui est prévu de 160 000 € par an pour 4 ans, mais c'est un investissement qui est nécessaire pour la santé publique. À ça s'accompagnerait aussi d'un renforcement à la qualité de l'eau, donc un contrôle de la qualité de l'eau dans les cours d'eau, dans le lac, etc. Et pour en revenir au budget donc, du renforcement, du renouvellement des canalisations, ce serait un investissement municipal qui serait couplé d'un budget, puisqu'il y a un budget qui est accordé pour la rénovation des logements publics et privés. Et en plus de ça, il y a aussi un budget qui existe pour l'eau et l'assainissement. Du coup, il pourrait rentrer dans cette enveloppe. Donc, c'est-à-dire que c'est une mesure qui coûte un petit peu, mais il existe des budgets qui sont prévus, qui pourraient rentrer dans ce cadre-là. Encore plus concrètement, c'est 3 millions d'euros qui sont d'ores et déjà réservés pour la rénovation du bâti public. Et donc ça doit prioritairement en faire partie, ces canalisations. Qui aujourd'hui font, j'en avais parlé le mois dernier, place de la liste, là il y a 4 familles qui vont partir parce que en fait ça pète de partout, quoi. Ils ont les odeurs, ils ont pire encore.
Voilà. Du coup, pour passer ensuite à une autre mesure, une mesure qui pourrait rapporter à la commune, ce serait d'acquérir un équipement de production d'énergie solaire et ou hydraulique, ou les deux. Ça répond déjà à une obligation légale qui est d'intégrer des équipements d'énergie renouvelable dans tout le bâti qui soit rénové ou neuf, tous les bâtis publics qui sont rénovés ou neufs. Donc là, ça permettrait aussi à la commune de gagner en autonomie puisque on serait moins dépendant des fluctuations du prix de l'énergie et ça permettrait donc d'avoir une certaine autonomie. De faire des économies. Voilà, de faire des économies et d'être plus autonome. Donc il y a un budget qui est prévu de 500 000 € par an, mais ça nécessiterait un an de mise en œuvre. Et Non, c'est pas par an, c'est 500 000 €. tout court, mais de toute façon il y a un an de mise en œuvre, donc Ça, c'est l'investissement. c'est une fois, c'est un investissement ponctuel et qui ne sera pas renouvelé. Et enfin, une dernière mesure dont je voulais parler, qui est un peu ma mesure coup de cœur, ce serait l'approvisionnement de la cantine scolaire ici en bas, en produits locaux et bio. Locaux d'abord, bio si c'est possible, voilà. Mais on est quand même sur un territoire agricole où il y a des productions qui existent autour de nous. Et c'est quand même dommage d'avoir une traçabilité qui est assez faible sur ce que les enfants mangent. Sachant que la cantine ici, elle produit aussi pour les maisons de retraite. Il y a un portage de repas qui se fait aussi pour des personnes isolées. Donc ça pourrait être bénéfique d'avoir des produits qui viennent de pas loin. Et ce serait aussi du coup un investissement, enfin c'est bon pour la santé, bon pour l'environnement, etc. C'est un projet qui se fera par étapes et qui pourrait se faire aussi au travers d'un projet d'épicerie solidaire et ou d'une ferme en régie communautaire. Donc ça, ce serait un plan à l'échelle communautaire, mais on imagine une ferme dans laquelle tout le monde puisse aller cultiver sur son samedi ou son dimanche, qui serait à disposition de tous les citoyens et dont les récoltes puissent être utilisées par tout le monde et en premier lieu par la cantine scolaire, si c'est possible. Il y aurait complété par des agents, évidemment. Voilà, évidemment. Et cette mesure-là aussi, elle répond aussi à une obligation légale qui est la loi Egalim qui impose 20% au minimum de produits bio ou locaux dans les cantines scolaires. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir les informations sur si même la cantine scolaire respecte ces 20% ou pas. C'est très difficile d'avoir cette information et il y a beaucoup de cantines qui ne les respectent pas. Or, il y a aussi des exemples de cantines qui vont au-delà de ces 20%, puisque 20%, c'est pas énorme. Et il existe des territoires sur lesquels les cantines sont 100% alimentées par des produits bio et locaux. Et ça, c'est un exemple qu'on aimerait bien suivre. Donc, pour cette mesure, il y a un budget de 40 000 € sur 3 ans de mise en œuvre. Et voilà, c'est tout pour moi. Dernier axe du programme avant de conclure. Vous donnez la parole et vous associez à la politique locale. Bon, vous le voyez, en fait, plus que des mesures, c'est vraiment une méthode de travail qu'on veut mettre en œuvre, qui change tout, en fait, qui change tout et qui fait bien souvent faire des économies en évitant de créer une infrastructure qui ne correspond pas à l'usage et qu'on va devoir refaire. Voilà, en ayant des projets qui soient durables dans le temps parce qu'ils sont précisément en accord avec les attentes et les besoins. Vous le savez aussi, que ce soit au niveau financier ou dans le fonctionnement global, on a posé plusieurs garde-fous. Parmi ces garde-fous, il y a la mesure consistant à consulter les Fertois sur tout projet structurant ou qui coûte plus de 500 000 €. D'où le fait qu'on puisse vous dire qu'aujourd'hui, sur nos 72 mesures, il y en a 17 qui feront l'objet de consultations citoyennes. Les autres, évidemment, on les impulse, on les met en œuvre, et le plus vite possible. Les 3 mesures complémentaires dont je voulais vous parler plus précisément ce soir consisteront à diffuser en direct les conseils municipaux et les vœux, et par-dessus tout, organiser des temps d'information au fonctionnement des institutions. Compte public, démocratie participative, gestion de projet, on a un intérêt à ce que les Fertois comprennent et qu'on ne puisse pas entendre, personne n'y comprend rien.
les conseils municipaux, le fait de les projeter, vous voyez, on le teste, on l'expérimente ce soir avec nos petits moyens. Mais bon, on se dit que ça aurait beaucoup de sens à l'heure où les jeunes s'intéressent peu à la politique, où on sait que ça va être difficile de les tirer jusqu'en réunion publique un vendredi soir à 19h30. Bon, peut-être que le format numérique, il peut ouvrir, commencer à intéresser et demain les faire venir participer au pot de l'amitié, voilà, générer de la rencontre et de l'intérêt pour ce qui se passe autour de nous, parce que des gens qui sont attachés à la politique locale, c'est des gens qui restent longtemps, qui s'installent, qui font des enfants, qui travaillent, qui entreprennent. Et de tout ça dont la Ferté-Bernard a besoin. Autre mesure, je vous en parlais déjà tout à l'heure, donc ça consistera simplement à créer des commissions élargies d'élus. D'ailleurs, il en existe déjà en fait aujourd'hui, mais ce dont elle manque, c'est de renouvellement. On ne communique plus sur l'existence de ces structures et elles sont fondamentales pour que les élus ne soient pas entre eux, mais soient toujours en contact avec les gens. On a besoin on a déjà aujourd'hui un observatoire fertois de la jeunesse, très pertinent, qui rassemble bon nombre d'acteurs du territoire. Peut-être que sur cet observatoire, ça pourrait être intéressant d'y faire venir davantage les jeunes, de le mettre en lien avec l'espace jeunesse, avec même des plus jeunes. Là, on en a eu un super exemple cette semaine. Benjamin, dans son quartier, il a 2 jeunes filles de 9 et 12 ans qui ont tapé à toutes les portes. Elles ont fait du porte-à-porte. Et elles sont venues pour faire signer une pétition et aller demander à la mairie à ce que la zone de jeu pour enfants dans le quartier, là-haut, sur la route de Mamers, eh bien, ce soit rénové. Pour l'instant, il y a une balançoire et puis une petite bascule. C'est plus en état, il faut que ce soit rénové. Et elle demandait aussi, elle faisait des propositions pour étoffer cette zone de jeu. Vous vous rendez compte? 9 et 12 ans. Demain, c'est des gens qui font de la politique, j'espère. Et en tout cas, ce sera des acteurs associatifs, syndicaux, ce sera des gens qui seront impliqués dans la vie fertoise et qui feront progresser, en fait, les conditions de vie à la Ferté-Bernard. Donc ça, il y a un intérêt à le pousser. Et ces commissions élargies d'élus, en fait, alors l'idée, c'est pas de faire de la réunionnite, hein, vous l'avez compris, hein, c'est d'être vraiment dans l'opérationnel. Mais voilà, ça aurait du sens aussi, à des moments, de proposer à des usagers de services de santé d'intervenir pour venir témoigner de leur parcours, comment s'est passé leur parcours de santé, en rencontrant en plus autour de la table des professionnels de la santé et du territoire, évidemment. Dernière mesure, organiser des rencontres entre les Fertois et les élus dans tous les secteurs de la commune. Pour faire du lien, identifier les besoins. Et ça d'ailleurs, vous l'avez vu, on n'attend même pas que la campagne soit terminée pour l'initier. Si vous allez sur la 4e de couverture de la brochure que vous avez, vous voyez qu'on a d'ores et déjà posé 13 dates de rencontres. Tous les lundis soirs, durant 13 semaines, on sera au plus près des Fertois dans tous les secteurs. La chance a fait que le premier lieu le premier point de rendez-vous qu'on ait donné, c'est rue des Cormiers, précisément où les 2 jeunes filles souhaitent que leur jeu pour enfants soit rénové et étoffé. Hasard complet, je vous le promets, mais les choses sont bien faites. On se dit que il y a un petit signe là-dedans. J'invite peut-être tous les membres de la liste à venir. On va pouvoir. Ça nous fait une belle transition vers la conclusion. Vous l'avez vu, je vous l'avais mis ici. 23 mars, rendez-vous rue des Cormiers. On va. Si nous gagnons ces élections, ça commence dès la semaine qui suit l'élection, le 23 mars, et ensuite donc tous les lundis à 18h30. On fera en fonction des possibilités de chacun. Si évidemment il y a des problématiques de mobilité, et bien plutôt qu'une balade, ce sera un point statique, ou alors on fera plusieurs groupes. Voilà. Le format évoluera, mais l'idée ce sera de vous dire tout de suite aussi ce qu'on projette dans votre quartier, et puis d'entendre les Fertoises et les Fertois. Ça veut dire qu'il est en conclusion. J'entends les Fertoises et les Fertois. Voilà, vous l'avez vu également, dans la planification, on a pris des engagements que, tout comme là on vous le démontre ici, il y a bon nombre d'engagements d'opérationnalité tout de suite.
On sait que la première année, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, la première année, en fait, on hérite du budget décidé par la municipalité en place. Donc on n'a pas la main sur le plan budgétaire, quoique si on pourra faire des modifications à partir de l'été. Mais ça ne nous empêche pas du tout de travailler sur le fond, auprès des gens. Et c'est justement ce qu'on compte faire pour que tout de suite, dès l'année 2, vous l'avez vu, on est, comme indiqué que je ne dise pas de bêtises, on est 46 mesures qui soient réalisées dans les 2 ans. Sébastien, tu veux... Un petit mot sur 2032. Parce qu'on voit loin. J'ai des lunettes, mais je me soigne tant que je peux. 2032, pour nous, c'est la continuité des mesures qui seront déjà engagées dans quelques mois. Bien évidemment, c'est la santé qui continuera à être un sujet qui sera important, même encore plus dans 6 ans, puisque la population va continuer de vieillir. C'est également le logement, puisqu'on est sur des infrastructures sur du temps long, et dans 6 ans, il y aura encore besoin d'améliorer les conditions d'accueil des Fertois. Et puis bien sûr, ce sera la mobilité, vous l'avez bien compris, hein, on est sur également du temps très long pour mettre en place ces infrastructures, les meilleures infrastructures pour accueillir et maintenir dans de bonnes conditions l'ensemble des Fertois, le plus mobile possible sur le territoire. Et puis c'est 2040. 2040. Alors moi j'ai 2 enfants en bas âge qui sont pas là, mais ils avaient très envie de venir voir papa. Et 2 enfants en bas âge, et 2040, ils seront, je l'espère, enfin ils seront en âge de partir de la Ferté-Bernard pour peut-être des grandes études, j'en sais rien. En tout cas, moi j'espère rester fertois, et puis j'espère que mes enfants ils auront envie de revenir. Et 2040, c'est la ville que j'ai envie de construire aujourd'hui pour que, en 2040, ils aient envie de revenir aussi. Et c'est vos petits-enfants, c'est vos enfants, c'est toutes ces personnes-là qui vont grandir dans une ville dont on a envie qu'elle soit plus accueillante et qu'elle donne envie de s'y installer et de continuer à vivre bien dans de bonnes conditions et à être proche de ses proches. Je pense qu'on a tous des familles qui se sont beaucoup éclatées d'un point de vue géographique. C'est très bien d'aller voir ailleurs, hein. Le voyage forme la jeunesse, mais je pense qu'on va avoir besoin aussi, à un moment donné, de resserrer les liens pour être proche de nos familles, parce que c'est ce qui permet aussi d'être résilient et d'être robuste, d'avoir un entourage solide autour de nous. Et c'est la ville qu'on veut mettre en place avec vous, une ville dynamique et attractive. Voilà. Ce soir donc, on espère vous avoir convaincu d'aller voter le 15 mars, dimanche, pour la Ferté citoyenne. On espère vous avoir démontré qu'on est l'équipe qu'il faut pour la Ferté-Bernard. Et personnellement, alors je ne vais pas dire le contraire, mais je suis convaincu, on le voit aujourd'hui, on a créé des liens. Au départ, on ne se connaît pas tous du tout. C'est vraiment cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau à la Ferté-Bernard, une dynamique, un fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, on travaille, et croyez-moi, on en a encore sous le pied. On est en amélioration continue. Vous le voyez ce soir, on se confronte à un exercice, y compris de parler en public. Et il va falloir le dire partout. Notre programme, il est sérieux. Notre programme, il est finançable, il est budgété, il est planifié. On a besoin, parce qu'effectivement, et c'est normal, on doit faire nos preuves. Mais ce qu'on attend, c'est que justement les Fertois nous donnent l'occasion de faire nos preuves. Et donc ça commence dès le 15 mars au soir. Votez la Ferté citoyenne. Juste avant de passer aux questions-réponses, je vous le disais, on a besoin de vous. Vous pouvez être acteur de notre victoire. Ça va se jouer là-dessus. Je pense que ça va être au coude à coude. Ça peut jouer dans tous les instants. À chaque fois que vous avez
vous en avez l'occasion, eh bien, n'hésitez pas à parler leur de cette soirée, dites-leur à quel point c'était bien, intéressant, vous avez rencontré des gens super en buvant un petit verre à la fin. C'est vrai, il faut au-delà du sérieux là, de la présentation, il faut aussi qu'on passe des bons moments ensemble, parce que c'est comme ça qu'on se rappelle des choses et qu'on s'ancre sur le terrain. Donc on vous propose plusieurs formats, juste après les questions-réponses, mais que j'anticipe. À la fin, ce qu'on va faire, nous, c'est une photo d'équipe avec tous les membres de la liste ici présents, et celles et ceux qui le souhaitent, eh bien l'idée c'est qu'on soit tourné vers vous, et que vous soyez également sur la photo. Évidemment, c'est une invitation, pas d'obligation. La deuxième chose, c'est qu'on a une super équipe de communication, vous l'avez vu aussi. Merci Erol, merci Alicia. Erol, c'est grâce à lui qu'on a un super site internet qu'à nouveau je vous invite à aller consulter. C'est lui qui s'occupe là de coordonner le live. Alicia, c'est notre photographe, c'est notre directrice de communication. C'est grâce à elle qu'on a l'affiche, qu'on a la brochure que vous tenez dans les mains. C'est exceptionnel, sachant qu'on est financé par aucun parti. On met les ronds de notre poche. Grâce à des compétences comme ça, on a pu justement financer cette campagne et être au niveau. Donc merci encore. Ah oui, et donc le point sur le lien, c'est que à la fin, ce qu'on vous propose, c'est de faire, vous l'avez vu, on communique pas mal sur les réseaux sociaux, c'est de faire une petite pastille vidéo, c'est-à-dire juste en vidéo de dire le 15 mars, je vote la Ferté citoyenne, par exemple. Et ensuite, on va faire une petite compilation et de manière à avoir une vidéo qui soit dynamique, qu'on diffuse sur les réseaux et qui donne envie à plein d'autres personnes le 15 mars d'aller voter la Ferté citoyenne. Donc ça se passera durant le pot de l'amitié. Alicia passera vous voir et puis si vous le souhaitez, hop, vous irez 10 secondes vous faire filmer. Et si vous avez encore des doutes pour prononcer cette phrase, les questions, c'est maintenant. Oui, j'ajoute juste un petit point le temps que vous réfléchissiez bien à la formulation de votre question. Donc certaines n'ont pas encore reçu la brochure dans la boîte aux lettres, mais elle arrive là très très vite. Normalement demain ce sera fait. Si on a oublié, évidemment, vous nous le dites. Et ensuite, en fait, finalement, en parallèle, dès demain, on va aller en porte-à-porte à nouveau, rencontrer les Fertoises, les Fertois, s'assurer qu'ils et elles ont bien reçu la brochure, pouvoir répondre à leurs questions et les inviter au point de rendez-vous qu'on a d'ores et déjà fixé pour après la victoire. Si ça vous dit, accompagnez-nous. On va faire circuler une feuille. Vous pouvez nous donner vos coordonnées et dès demain, on vous appelle, on vous envoie un petit mail pour vous donner les moments où on passera dans votre quartier, peut-être, ou dans un autre, si vous souhaitez plutôt être ailleurs. Voilà, ça je l'ai dit. Et puis ceux et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, commentez, partagez. Et liker nos posts, c'est important, ça participe au fait qu'il y ait plus de monde qui le voit. Et puis quand des fois on se fait un peu taquiner en commentaire, et c'est bien s'il y a des commentaires positifs aussi, quoi. Merci beaucoup. À vos questions. Ouais. La feuille, et on me dit que la feuille est sur le bar à hauteur du pot de l'amitié. Et avant de recevoir vos chaleureux applaudissements, dernier point budgétaire aussi. Comme l'a dit Alexis, on est sur nos fonds propres aujourd'hui. Donc si vous êtes convaincus et par notre travail et par notre projet et que vous avez un petit centime qui traîne dans votre poche, il y a une petite boîte sur la table là-bas. N'hésitez pas à lâcher un billet, une pièce, un bon au trésor, on prend tout. Pas de problème, on fera le tri après. Et surtout, allez voter le 15 mars. Voilà. À vous de jouer. Sur la déviation Oui. Voilà, la déviation des camions. Oui. Qu'est-ce qui est envisageable? Ce que je vous dis aujourd'hui, ce qui est réalisable rapidement, oui. Parce que les besoins, ils sont immédiats, les besoins. Ce qui est réalisable rapidement, c'est de fluidifier le trafic sur l'avenue Pierre-Brûlé. Ouais, premier axe, on travaille sur Pierre-Brûlé. Et une fois qu'on a fluidifié le trafic, c'est-à-dire qu'on a évité les freinages accélération, les passages de roues, de trains sur les ronds-points, donc tout ce qui est vraiment problématique, cette avenue, elle est large. Elle a été faite pour les poids lourds, cette avenue. Mais initialement, il n'y avait pas des ronds-points.
elle a été faite pour ça, et donc qu'il y ait des camions qui passent sur cette route-là, c'est normal. Ce qui est problématique, c'est tout l'environnement autour, qui est extrêmement dangereux, bruyant, et qui va fragiliser. Donc c'est de travailler là-dessus, et une fois qu'on a amélioré les conditions de circulation sur cet axe-là, on dévie les poids lourds de Verdun, le Dru-Rollin et rue de Paris, qui seront déviés sur l'axe Pierre-Brûlé. Parce que le Dru-Rollin, c'est l'école de danse, c'est des commerces, enfin c'est un axe qui est... Ouais, c'est extrêmement étroit, c'est-à-dire que c'est contraignant pour tout le monde, y compris vous, quand vous êtes en voiture, vous ne vous croisez pas face à un camion. Hein. Déjà, en plus, avec des voitures qui ont aussi augmenté en taille, des fois, c'est un peu juste déjà. Donc là, dans l'ordre des choses, on travaille comme ça. Peut-être qu'un jour, il y aura une déviation. Nous, on ne mise pas là-dessus, parce que les besoins, ils sont immédiats. Une déviation, de toute façon, au mieux, c'est dans 5-10 ans, parce qu'il y aura des recours, il y aura des choses... Donc, dans 5-10 ans, il y aura eu le temps d'avoir 2 morts, d'avoir 3 commerces confirmés parce que les gens, ils n'arrivent plus à se garer pour la pharmacie. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Dans 10 ans, c'est ça. Oui, mais je croyais que l'avenue Pierre-Brûlé, à l'origine, les camions n'avaient pas le droit d'y passer. Dans un sens. Dans un sens. Mais parce qu'ils passent dans un... Enfin, c'est-à-dire que vous avez un axe qui est sur Pierre-Brûlé et l'autre axe qui est sur le Dru-Rollin. Mais sauf que le Dru-Rollin, même dans un axe, c'est inadapté. Alors que Pierre-Brûlé, vous pouvez avoir des camions qui se croisent. Il n'y a pas de problématique pour se croiser sur Pierre-Brûlé. L'idéal, ce serait la déviation quand même. Oui. Ah ben c'est sûr. Mais, À long terme. mais voilà, c'est ça. En complément de ce qui vient d'être dit, là, quand on se déplace à l'extérieur, on voit souvent sur l'autoroute, par exemple, traverser de telles villes interdites. Exactement. Bon, là, il n'y aurait même pas besoin de faire de déviation. On pourrait mettre sur l'axe, sur la 11, traversée de la Ferté interdite pour les poids lourds de Alors, plus de... la loi, elle dit que un maire, il peut interdire sur des horaires spécifiques la traversée de sa commune sur du transit. Mais un maire ne peut pas interdire définitivement le transit sur sa commune. Et ça doit être validé par le préfet. D'autant plus Donc, s'il n'y a pas d'alternative. D'autant plus s'il n'y a pas d'alternative. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, si on condamne, par exemple, le Dru-Rollin, il faut forcément que l'alternative, elle ait été aménagée sur Pierre-Brûlé. Voilà. Oui. Je vais passer le micro à une personne et puis je te donne ça. Ah, super. Ah oui. Ah ouais. Bon. Voilà, c'est bon. C'est à Franck Labat, puis il y aura le monsieur après. Non, c'est bon. Oui, bonjour. En fait, ça n'amplifie pas ta voix, mais ça permet à ceux qui sont sur Internet. Ah oui, d'accord, ok. Sur Facebook. Oui, d'accord. Oui, je voulais juste vous demander si vous avez, quand vous allez être élu, parce que vous le serez, par rapport à vos propositions, on voit que vous voulez améliorer le quotidien et puis protéger les lendemains des concitoyens de la Ferté. Est-ce que vous avez prévu un audit des finances de la ville, puisque quand on s'intéresse un peu au budget public des collectivités territoriales, on sait tous que M. Revaux et son équipe utilisent les vieilles ficelles financières pour montrer son équilibre financier, alors qu'on sait que la vieille technique, notamment de désinvestir, et vous avez parlé des canalisations, hein, qui sont un problème à la fois pour les personnes, mais aussi de pollution, de santé, parce que quand on parle de trafic aussi, c'est la pollution. On sait qu'il utilise toutes les ficelles et qu'il fait pas, pour effectivement montrer qu'il tient le budget, mais finalement, un audit financier serait indispensable pour effectivement être au clair pour vous pour les investissements futurs. Et surtout, je trouve qu'il ne faut pas être petit bras. Vous êtes sérieux, vous avez travaillé, et je crois que vous n'êtes pas un grand oral devant M. Revaux quand vous parlez des finances. Et ça, c'est important de le dire. Vous êtes sérieux et il n'y a pas à rougir de ce que vous faites. Vous avez des connaissances et la fonction que vous aurez quand vous serez élu fera que vous serez efficace. La fonction fait l'homme, on le dit. Et donc là, il faut être confiant en vous et vous allez gagner. Et j'espère en tout cas que ça va apporter un renouvellement pour plein d'idées en tout cas. Merci. Sur la partie financement, avant de lancer un audit, on peut déjà regarder ce qui a été fait par la Cour des comptes régionales, qui a déjà tiré des conclusions sur les anciennes mandatures.
Donc on a déjà des tendances. On espère aussi évidemment que l'équipe en place sera facilitatrice et accompagnera la passation. D'ailleurs, ça me fait penser que parmi nos engagements budgétaires, il y a aussi l'idée de nommer à la co-référence de notre commission gestion administrative et financière un membre de notre opposition. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc oui, et enfin en tout cas effectivement j'abonde dans votre sens. Quand on va arriver, on a bien conscience qu'aujourd'hui on n'a pas la main. Il va falloir prendre ce temps, rencontrer les équipes, faire le point, les analyses, quels sont les projets en cours, quelles sont les études qui ont été faites et peut-être mises de côté. Je pense au pôle culturel à proximité de la salle Athéna. Toutes ces choses-là. Ce qui nous rassure aussi, ce qui nous conforte aujourd'hui, c'est aussi que voilà, quand on est aux manettes, on est entouré. Sébastien parlait de la préfecture. On a un conseiller à la gestion financière au niveau communautaire. Il y a des acteurs qui connaissent les sujets. Je rejoins un peu le monsieur qui parlait au niveau des investissements. Je pense que vous sous-estimez les coûts des investissements pour les réseaux d'assainissement et les voiries. Oui. Je pense que ces coûts sont énormes. D'autant plus qu'on a des zones complètes, des rues complètes, qui n'ont pas d'assainissement. Et ça, il faut le savoir. Tout à fait. Oui, oui. C'est pas tant qu'on sous-estime... Enfin, vous avez raison. C'est pas tant qu'on sous-estime que de s'adapter à la capacité qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a présenté un budget au minimum. On a dit c'est 21 millions minimum. Mais par contre, si on arrive à aller chercher des financements supplémentaires, si on fait un plan enfin voilà, si on va chercher des financements supplémentaires, on augmentera nos capacités. Et aujourd'hui, là où on rembourse très vite la dette, on peut imaginer un format où on emprunte moins que la dette pour continuer de la baisser, ou alors un peu plus. Mais en tout cas, effectivement, on sait qu'on a une marge de capacités supplémentaires. Aujourd'hui, on présente un budget consolidé. Et par ailleurs, le budget qui est en place, il permettra de faire des choses, sans doute pas tout ce qui est nécessaire, mais déjà d'amorcer le travail. Et vous ne parlez pas non plus des friches industrielles qui sont au centre de la ville aujourd'hui, oui, et qui, à mon avis, dans quelques temps, vont poser problème. Tout à fait. On a plusieurs projets. Alors, je vais juste revenir sur votre question d'avant par rapport à l'assainissement. Aujourd'hui, il y a de la trésorerie qui est provisionnée pour une refonte complète de l'assainissement. Il y a déjà eu plusieurs publications qui ont été faites par la municipalité en place à ce sujet. Donc, il y a des fonds qui sont déjà prévus pour ces investissements, qui sont effectivement des investissements lourds. Donc, voilà, on ne part pas de rien. On a des budgets qui sont déjà prévus pour ça. Par rapport aux friches, on a, si vous lisez nos mesures, on a plusieurs projets qui pourraient venir combler ces friches. Alors soit en réutilisant les bâtiments tels quels, soit en réaffectant le terrain pour d'autres usages. Ça peut être du logement, ça peut être du commerce, ça peut être des bâtiments de santé, des bâtiments publics pour d'autres usages. Mais on a d'autres projets. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est des budgets qui sont de fait supérieurs à 500 000 € et qui nécessiteront une discussion, un échange, une consultation auprès de l'ensemble des citoyens. Parce que ce sont des projets qui sont structurants. Un emplacement comme celui de Tupi, qui est un emplacement stratégique, qui est un terrain qui est... aujourd'hui, vous n'avez pas d'équivalent sur la Ferté-Bernard en termes de surface, aussi proche du centre-ville. Et vous êtes en zone inondable, tout à fait. Ce qui nécessitera d'avoir un choix qui soit judicieux par rapport à cette contrainte-là. Mais il va falloir apprendre à vivre avec le risque. Vous avez des Japonais qui vivent tous les jours avec le risque des séismes. Ils ont la culture du risque. Un gamin, à 4 ans, il sait quels sont les bons gestes à avoir en cas de séisme. Alors on a la chance, on n'est pas sur une zone sismique. Mais néanmoins, des inondations, on peut en avoir. Et des inondations un peu plus méchantes que celles qu'on a eues dernièrement. Et en termes de rapidité, et en termes de volume.
Et donc cette culture de risque-là, il va falloir qu'on la travaille collectivement. Ça veut dire travailler vraiment main dans la main avec le SDIS, avec nos gens le retrou au niveau de la caserne, pardon, qui, eux, ont l'habitude de traiter ce genre de sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir... c'est vraiment du travail collectif. Et il faut que ça se fasse régulièrement. Tous les ans, il doit y avoir, à un moment donné, un événement où on prend conscience de jusqu'où peut monter l'eau, de quels sont les premiers gestes à faire, comment on va aller chercher des parpaings, des planches pour continuer à circuler dans la ville, à relever du mobilier, des aménagements, ce genre de choses. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vous devez faire s'il y a de l'eau dans votre garage? C'est quoi votre première chose à faire? Vous appelez les pompiers? Les pompiers seront débordés, ils auront 5000 personnes qui vont les appeler en même temps. Pas 5000, mais enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Vous ne devriez pas avoir à vous poser la question, ça devrait être du tac au tac. On est en zone inondable, ça a été construit sur un marais, Notre-Dame des marais. Il n'y a pas de secret, quoi. À un moment donné, c'est un risque. Ceux qui ont construit au pied du Vésuve, ils savaient que ça pouvait péter. Bon, ils avaient des terres qui étaient hyper fertiles, mais ils savaient que ça pouvait péter. Nous, c'est pareil. On a une super ville, on a des super canaux pour naviguer l'été, mais l'hiver, l'automne, on peut avoir des débordements. Il faut vivre avec, il faut savoir s'adapter. Voilà. D'accord. Oui. Le micro arrive. Moi, je suis toujours hyper sensible à l'activité locale. Je suis sensible à votre discours sur justement ce fait d'inciter les citoyens à réinvestir le centre-ville. Ça passe par des changements de mentalité. Ça, j'aimerais savoir comment on peut essayer d'accompagner ces changements de mentalité. Quand je vois que déjà, sur la Ferté, on se questionne peu sur les grands entrepôts qui veulent nous installer à l'entrée de l'autoroute, qui sont que la traduction d'une forme de consommation qui est rentrée dans des habitudes et que personne plus maintenant ne critique. Donc là, c'est non seulement des entrepôts qu'il faut éviter de faire installer sur notre commune, parce que quand on entend parler des camions, ça pose problème. Mais en même temps, c'est comment réveiller les consciences sur ces modalités de consommation qui ne peuvent plus exister, qui font que on a des conteneurs entiers chinois qui nous arrivent là dans des entrepôts qui vont éventuellement mobiliser 12 hectares de nos champs. Moi, plus de camions, place Le Drurollin. Et en plus de camions à Le Drurollin, mais bon, c'est une conséquence que... Il faut changer voilà. Moi, ça me pose question. C'est des choses... Je pense qu'effectivement, de toute façon, dans l'avenir, il faut qu'il y ait des engagements citoyens. Je pense que vous portez un projet qui est intéressant dans la mesure où il n'est pas... il remet la responsabilité et il remet l'investissement de chacun d'entre nous au cœur de sa ville. Et que je pense qu'il y a aussi parallèlement des engagements microscopiques. Le fleurissement de la ville. Pourquoi ce serait la ville qui serait chargée que de ça? Chacun a des balcons. Pourquoi ne pas fleurir notre ville comme on voit ça en Alsace? Je dis ça, c'est un peu sur le mode de la boutade. Mais voilà, c'est plein de petits trucs aussi comme ça qui font que votre projet, il est bon. Il est dans remettre le citoyen au centre de sa ville et de le rendre actif et non plus passif. On est exactement en raccord avec ça. Il faut recréer du commun, il faut recréer de l'attachement à la commune, il faut recréer des habitudes
de travailler ensemble. Ça passe par la valorisation du bénévolat, ce qui était dit par Aurélia. Ça passe par effectivement la réimplication de tout le monde, à tous les échelons, jeunes, moins jeunes. Il faut changer les imaginaires. Personne s'est levé un matin en disant je vais tuer mon commerçant d'en bas, je vais aller acheter sur Amazon. Personne s'est levé en disant ça. Non, ça s'est fait progressivement parce qu'Amazon a proposé des offres qui étaient plus attractives ou qui semblaient plus attractives que ce qu'on pouvait trouver en bas de chez soi. Et donc il y a un vrai travail à faire de tout le monde, que ce soit les commerçants qui doivent se remettre en question aussi pour proposer des services qui sont adaptés aux clients d'aujourd'hui, que ce soit les clients pour se dire mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un entrepôt à 5 km ou j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me sert le samedi matin quand j'ai vraiment un problème avec un appareil. C'est ça qu'on doit se poser. Effectivement, il faut réimpliquer les gens. Alexis parlait d'arracher l'herbe devant chez soi. Aujourd'hui, c'est effectivement les services techniques qui le font. Mais demain, il faut aussi peut-être se poser la question. Est-ce qu'on préfère avoir des jeux pour les enfants ou un accueil pour les personnes aidantes ou avoir des gens dans la commune qui vont arracher l'herbe devant chez soi? Il va falloir faire des choix. Il va falloir qu'on s'implique tous. Mais pour s'impliquer, ça ne peut pas venir comme ça de nulle part. Il faut que l'implication elle soit agréable, il faut qu'on la rende conviviale. Il faut qu'on retrouve de la convivialité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu. On est tous devenus égoïstes. Moi, le premier, je n'ai pas de leçon à donner. On est tous devenus égoïstes et chacun pour soi. Il faut qu'on casse ça. Parce que l'égoïsme, il va tous nous mener à l'échec et à une fin qui ne va pas être folle. Donc, il faut qu'on retrouve du vivre ensemble, qu'on retrouve une dynamique et être content. Avant, quand il y a un siècle, ils se retrouvaient à 50 bonhommes pour construire un pont, ils étaient contents, ils bevaient un coup à la fin, c'était la fête. Mais ils étaient contents de l'avoir fait, et puis ils n'étaient pas forcément contents de le casser derrière. Donc ils faisaient attention aussi, parce qu'ils s'étaient saignés vraiment pour le faire. Donc aujourd'hui, on doit retrouver ça. C'est pas juste, tiens, je paye mes impôts, puis j'ai le droit de profiter du truc, et puis basta. Non, il faut se réimpliquer, vraiment. C'est je suis citoyen, je vis dans cette commune, c'est une commune, on fait du commun. Le commun doit revenir là. Est-ce qu'on fait le travail tous ensemble, d'aller vers les autres, d'aller chercher tout le monde, d'aller chercher même des gens qui n'avaient pas forcément envie de discuter, d'échanger, etc. Et ça doit commencer par ça. On doit tous se faire à un moment donné un peu violence. Et puis ça va revenir naturellement. Parce qu'on est des animaux grégaires, on vit en groupe, c'est notre nature. Voilà. Non mais c'est vrai, on vit si les gens ils viennent fous quand ils sont tout seuls, c'est qu'il y a des raisons. Donc on a besoin de vivre ensemble, il faut juste que ce vivre ensemble il soit fun et attractif. Et la ville de demain, c'est une ville, c'est une Ferté où on est ensemble. Voilà. Pour compléter, je dirais qu'effectivement, si on va être hyper concret, hyper factuel, nous, demain élus à la communauté de communes, un projet de méga entrepôt, non pas d'urbanisation non pas de 12 mais 33 hectares, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu, ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne soutient pas l'implantation d'activités économiques, ça n'a rien à voir. Ce qu'on ne soutient pas, c'est de créer des emplois qui ne sont pas en fait dans la durée parce qu'ils vont très vite être remplacés par des robots, avec en plus une pénibilité très très importante qui est déjà une problématique du territoire qui crée énormément de travailleurs en situation de handicap. Donc voilà, ça n'a pas lieu. En soutien au commerce de proximité également, il faut revitaliser le centre-ville. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a prévu plusieurs millions d'euros pour accompagner les propriétaires dans la remise en état de leur bâti et la remise sur le marché. Lutter contre les 600 logements vacants. C'est super, là, on va avoir construit plein de quartiers résidentiels autour de la Ferté-Bernard. D'ailleurs, on arrive au maximum qu'on peut. Derrière, comment la Ferté-Bernard fait pour se développer? Il y a 30 ans, il y avait 1000 habitants de plus, 40 ans, il y avait 1000 habitants de plus à la Ferté-Bernard. Ils étaient où? Ils n'étaient pas dans les quartiers résidentiels qu'on vient de construire. Ils étaient proches du centre-ville, proches des commerces. Et donc, on n'allait pas dans la grande surface loin du centre-ville. On allait au pied de chez nous. Et donc ça peut aussi faire partie de ce qu'on recrée après-demain.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On n'a pas parlé de la revégétalisation du centre-ville, notamment de la place en face de la Poste. Moi, je vais à la Poste, je reviens à ma voiture, je crame dedans. Je passe à la médiathèque, au mois d'août, je passe à la médiathèque, je retrouve tous les gamins en bas parce que le haut, il est ingérable pour les enfants, quoi. Il est même fermé. Tout ça, c'est des millions d'euros, je pense, mis par la C'est municipalité 3 millions d'euros précédente pour faire une que serre à dalle, tomates quoi. au milieu d'un rond-point. C'est ça. Voilà, c'est ça. Enfin, voilà. Donc effectivement, c'est beaucoup d'argent. Je pense que pour cet argent-là, on aurait pu faire un bâtiment qui était mieux adapté à l'usage. Peut-être qu'on aurait remporté moins de prix prestigieux d'architecture, mais ça ne nous fait pas vivre au quotidien et surtout, ça ne fait pas jouer nos enfants, les prix d'architecture. Et donc aujourd'hui, d'avoir au cœur de l'été, c'est-à-dire là où on en a le plus besoin, un espace ludique qui est fermé pour cause de forte chaleur, et croyez-moi que ça ne sera pas les premières et certainement pas les plus fortes, celles qu'on a vécues, ça reste problématique. Nous, on a déjà des solutions pour améliorer ça. Effectivement, végétaliser les façades, ça me semble être une évidence. Le maire, d'ailleurs, le propose de végétaliser cette place, ce qui est un peu dommage d'avoir fait des magnifiques jets d'eau qui ont servi un nom. Voilà, ça aurait été plus judicieux de planter des arbres qui auraient déjà aujourd'hui fait de l'ombre. Ça, c'est sûr. Une dernière question peut-être, et puis après on va passer Sur les réseaux, peut-être. sur les réseaux. Est-ce qu'on a des questions sur les réseaux sociaux? Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas répondu, mais qui avait l'air de dire qu'il se demandait si vous aviez évoqué la santé mentale. Santé mentale. Ça avait été plus évoqué la réunion précédente, mais si quelqu'un veut répondre. T'as entendu Sylvie? Tu veux... J'ai pas entendu. Sur la santé mentale. La santé mentale, c'est moi-même. Il y a une question C'est dans quoi le la chat. Qu'est-ce qu'on propose sur la santé mentale? Ah ben, oui, on en avait parlé à la dernière réunion. En fait, alors, ok, pardon. T'inquiète pas, vas-y, tu peux même te rapprocher des gens si tu veux. C'est bon, là, ça fonctionne. On avait parlé de la santé mentale beaucoup à la dernière réunion, parce qu'en fait, effectivement, c'est un des points importants de notre projet, c'est de pouvoir proposer. En fait, on est toujours dans les mêmes logiques, hein, de faire du lien et de faire en sorte que les gens soient. C'est quoi ce truc? C'est le micro. Non, mais il y a un bruit de fond. C'est un micro? Ah, c'est parce que c'est mes appareils. c'est ça. Je change les micros. Voici un micro. Désolée, j'ai des Voici un micro que tu peux tenir. Voilà. Que, oui, du coup, la santé mentale, c'était vraiment une de nos priorités. Hein. On en avait parlé largement la dernière fois. L'idée, c'est vraiment effectivement que pour vivre dans un environnement qui soit sécurisant et qui aide à vivre bien, on a besoin effectivement de se sentir bien, pas seulement chez soi, mais aussi avec sa famille, ses amis, son quartier, ses voisins. Et qu'il y a tout un travail à faire autour de ça. Alors en lien avec ce qui existe déjà, comme le rendez-vous et les associations qui font déjà ce travail-là, un petit peu de lien et d'accompagnement des personnes fragilisées. Et aussi, du coup, l'idée de se dire que voilà, il faut que tout l'environnement, alors ça passe par effectivement voilà, un quartier agréable à vivre, végétalisé, des jeux, des espaces pour se rencontrer, des endroits comme ça où on sait qu'on va trouver du monde, qu'on va pouvoir parler. Et tout ça fait partie aussi d'une façon d'aller mieux, de ne pas s'isoler dans son problème, dans ses difficultés, et de trouver toujours quelqu'un, du lien, des gens professionnels ou pas. Ça peut être aussi des voisins, ça peut être des associations, ça peut être... voilà. Et donc on a tout un projet autour de ça. Alors, il n'est peut-être pas très développé là dans la brochure, mais on a vraiment travaillé là-dessus, sur ce lien nécessaire, parce que la santé mentale, ça fait partie de la santé tout court. Alors on peut parler de désert médical et tout ça, mais la santé mentale, elle en fait partie. Si on n'est pas en bonne santé mentale, on n'est pas bien non plus. Donc bon, on n'est pas malade, mais on n'est pas bien. Allez, une dernière. Oui, alors, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais le 22 mars, il y a des résultats.
Dès Et- le 15 au soir. C'est le Dès le 15 au 15, soir. le 15. Il n'y aura qu'un seul tour, comme il n'y a que 2 listes. Ouais. Ouais. Désolé, monsieur, vous ne voterez qu'une fois. Il n'y aura qu'un seul tour. Oui. Oui, Oui, il oui. n'y a que 2 listes. D'accord. Il y a forcément Alors, une vous qui voyez, gagne. je ne suis pas expert en mode, en mode électoral, mais bon, je pense que malheureusement, pour vous et votre équipe, les résultats sont ce qu'ils sont. Je fais de la fiction, là, hein, bien sûr. Et vous n'avez pas la majorité, vous ne pourrez pas être maire, vous ne pourrez pas diriger la ville, mais vous aurez des élus. Tout à fait. Je l'espère de tout cœur. Quelle sera votre position? Est-ce que vous serez, est-ce que vous siégerez? Parce Bien que sûr. quelquefois, il y a des gens qui se présentent et puis ils ne sont pas élus ou ils n'ont pas la majorité et ils refusent de siéger, ils démissionnent aussi sec. Est-ce que vous et votre équipe élue serez dans une opposition, je dirais, intelligente, constructive? C'est comment dire, une fiction qui n'est pas agréable à penser, mais quelle sera votre position? Bon. Ah, trop de micros. Bonjour. Moi, je vais vous répondre parce que c'est quelque chose sur lequel on a réfléchi. Pour nous, l'éthique et la probité, c'est très important. Les élus qu'on aura, on espère gagner, on espère qu'en fiction, on gagne. Et qu'on a des élus d'opposition avec qui on pourra travailler et qu'on impliquera dans les dossiers et à qui on demandera leur avis et qu'il comptera. Dans le scénario qu'on essaye de ne pas envisager, dans lequel on est dans l'opposition, on espère que les élus nous laisseront la place de représentativité qu'on aura. Évidemment, on va siéger, évidemment, on va participer aux réunions, évidemment, on va porter nos projets. Et j'ai envie de vous dire, sur la fiction négative, si on perd, on espère vraiment qu'ils voleront toutes nos idées. Voilà, l'objectif... Et on poussera pour qu'elle soit mise en œuvre, d'ailleurs. Ouais, voilà. Nous, notre objectif, c'est de faire avancer les choses. On n'essaye pas de se mettre en avant. Ce qui compte pour nous, c'est de faire avancer les projets. Donc voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Bon. Vas-y, vas-y. Je voulais juste dire que même si on perd, si jamais ça arrive, on n'a pas l'intention d'arrêter de faire ce travail, d'aller rencontrer les gens et d'être aussi un lien avec les personnes qui auraient été élues. Le reste du collectif, en tout cas, va continuer à s'engager là-dessus et à faire ce lien avec la population. Et alors, on ne sait pas encore, on a réfléchi à plusieurs formes, ça sera à discuter avec les gens, avec l'idée de structurer ça et d'en faire vraiment un outil qui permette à nos élus aussi de rester tout le temps en lien et de faire remonter des choses des quartiers et de la population pour être toujours aussi au plus près des attentes des gens. Voilà. Donc bien sûr, on sera constructif, mais on saura aussi poser les questions et informer les Fertoises et les Fertois par tous les canaux possibles, y compris au travers des réseaux sociaux, qui sont un outil assez précieux aujourd'hui. Et on est là et on restera là, on sera toujours là, quoi qu'il arrive. C'est pas pour poser une question, mais c'est juste pour rappeler que, en fait, de toute façon, c'est un engagement qui est déjà pris, puisque au dos, je le montre à la caméra, hop, bon, je sais pas si ça se voit, bref, au dos de la brochure, il y a 13 dates quand même pour faire cette démarche de vous rencontrer. Et en gros, même si vous n'êtes pas élu, vous pouvez quand même envisager... On ira quand même dans les quartiers à la rencontre des Fertois. Même si Voilà. on perd. Donc c'est pour montrer que... On espère que gagner. Donc il faut qu'on gagne pour avoir le pouvoir de dire aux gens ce qu'on fera concrètement dans leur quartier. Sinon, on ne pourra que leur dire on fait remonter. Voilà. Et vous savez comment Et puis c'est surtout, on n'a pas le temps d'attendre 6 ans, quoi. Si vous vous dites il leur faut 6 ans pour être prêt, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand vous voyez la vitesse où ça va, les événements aujourd'hui, dans 6 ans, je sais, il peut s'en passer un paquet de trucs. Hein. Et à la vitesse où les projets ont été menés, là, 35 projets en 6 ans sur 88 annoncés, ça veut dire que sur leur 6 ans de plus... Sans liste d'opposition et alors qu'ils maîtrisaient les finances. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire quelque chose, vraiment de dire, voilà, on annonce qu'on est sûr de faire, mais là, parce qu'ils n'avaient pas de liste d'opposition, donc ils n'avaient rien à défendre. Donc pourquoi aller au-delà de ce qui était réellement faisable? Moi, c'est une vraie question que je pose. Et c'est une question que j'aurais aimé poser en débat face à M. Revaux, ce qui nous a été proposé, et malheureusement, il a refusé.
qu'est-ce que vous pensez faire des locaux syndicaux? Moi, une fois, j'ai voulu aller à un... Tiens, on va aller voir mon syndicat favori. Je suis monté l'escalier, je me suis retrouvé dans un mouchoir de poste avec à peine de quoi mettre 3 chaises. J'ai jamais vu ça dans aucune ville, honnêtement. J'ai jamais vu ça. C'est indigent. Une question sur les locaux des syndicats. Oui, déjà, je pense qu'il y a beaucoup. C'est quelle mesure? Adia répond et après on passe au pot de l'amitié, parce que je sens que... Et on continuera à discuter, bien sûr. Alors, pour vous répondre rapidement, j'ai plus le numéro de la proposition, de la mesure. On veut proposer une maison des associations qui permette à toutes les associations, tous les syndicats, que sais-je, toutes les organisations, de pouvoir bénéficier de locaux. Alors, est-ce que chaque syndicat pourra avoir son propre local? Je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, de mettre à disposition des locaux qui soient accessibles, décents, adaptés, ça fait partie de nos projets par le biais des maisons des associations. Voilà. C'est quelque chose qui est très bien parce que j'ai jamais vu ça dans un syndicat au 2e étage. C'est important la mobilité. Vous avez compris que l'accessibilité et la mobilité, c'est des questions qu'on porte. Merci. Merci beaucoup à tous. Allez, merci tout le monde. Deux seules places, un seul tour, une seule liste. La fierté citoyenne. Et un bon vote. Merci. La photo pour nous. Ah oui. Celles et ceux qui le souhaitent, donc, parmi les manières de nous soutenir, eh bien, il y a l'idée de faire cette photo avec...